Dans un café, tout le monde y passe et chacun s'y retrouve. Je suis Alexis Imeros et j'adore découvrir ces bars, ces cafés où il fait bon prendre la boisson de son choix pour admirer le temps qui passe. J'ai demandé à des personnalités de m'inviter à partager leurs zincs préférés pour prendre avec elles un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café. Mon invité du jour a tout du poète, la beauté, le style, l'élégance. Je parle de sa plume, bien entendu, car avec lui, il ne faut pas se fier aux apparences. Si l'on pourrait lui prêter une allure de dandy germano-pratin, il est pourtant loin d'être un poseur littéraire d'Instagram. Celui qui a longtemps répondu HTML à la question « Quel est votre éditeur ?», se lit à présent principalement sur papier plutôt que sur écran. Pourtant, il a longtemps alimenté son blog grâce à sa vie personnelle, sa vie de chanteur, puis celle d'écrivain. La forme de ce journal lui permettait de retracer ainsi les aventures et les désillusions d'un amoureux compulsif dans un monde de brutes. Aujourd'hui, il imagine des histoires délicates aussi bien pour les adultes que pour les enfants. « Je suis pour la tendresse », proclame-t-il. C'est sans doute pour cela que ce fan des Beatles est également un passionné de chats. Il leur a même dédié un ouvrage, Éloge des chats. Mais à le lire ou l'écouter, on imagine sans peine qu'il peut faire l'éloge de tout ce qui, à ses yeux, est doux et réconfortant. C'est pas faux. À l'instar des relations intimes qui nourrissent son inspiration. C'est ainsi que le pronom « elle » ou « elle » au pluriel fleurit aux quatre coins de son œuvre. Néanmoins, ce qui est contradictoire chez cet artiste, c'est que, bien qu'il ait commenté et relaté quelquefois au quotidien ce qu'il traverse au gré de ses textes, en prose comme en vers, il reste un personnage hautement discret. Plus de 20 ans de carrière. 18 romans, bientôt 4 albums, des centaines de chansons écrites et chantées par la fine fleur de la variété française, plusieurs prix littéraires, dont celui de l'Académie française. Et cependant, malgré sa notoriété, l'artiste en face de moi a conservé la liberté de continuer à écrire tranquillement dans les bars et les cafés de Saint-Germain-des-Prés, et ce, sans être trop dérangé. C'est donc tout naturellement... Pas du tout, même. Comme on le voit, tu vois, il n'y a personne qui est... Non, pas du tout. Parce qu'il est tôt. Ouais. C'est donc tout naturellement que nous nous sommes retrouvés dans ce quartier littéraire pour découvrir un de ses bars préférés, le Rouquet, et prendre un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café. Un café au comptoir. Bonjour Jérôme Attal. Bonjour. Vous êtes reconnu, mais vous n'êtes pas célèbre. Oui, j'adore cette formule. Et je me souvenais plus de la blague sur le HTML. Elle est marrante, mais maintenant elle veut un peu plus rien dire, mais ça me plaît. Quel est votre éditeur, le HTML? Voilà. On est dans un café, on est au Rouquet. Oui. Plein Saint-Germain-des-Prés, ouais. Et on vous imagine tous les jours, tous les matins à Saint-Germain-des-Prés à écrire. Alors non, mais quand j'étais plus jeune, oui. J'adore ce café parce que il est un peu en retrait des cafés un peu plus tapageurs que sont le Flore et les Deux Magots. Il est un peu en retrait et j'aime bien cette position d'être à la fois... il y a une jolie perspective sur le boulevard et donc de voir à la fois tout ce qui se passe et d'être un peu en retrait. J'aime cette position qui est pour moi un peu la position de l'artiste ou de l'écrivain ou de l'autrice. On écrit vraiment dans un café ou on observe? Ah, bonne question. Ça, c'est vraiment une bonne question. Je pense qu'on peut se laisser prendre aussi par la mélancolie de ce qui se passe ou par le bruit. Ça me fait penser, j'ai une amie qui s'appelle Loulou Robert qui est écrivaine et elle ne peut écrire que dans les cafés. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Et alors ça m'a beaucoup questionné parce que moi finalement j'écris de moins en moins dans les cafés. J'aime bien avoir mes livres autour de moi, j'aime bien avoir mon cocon. C'est ce qu'elle dit parce qu'on imagine qu'il y a une mythologie finalement autour de chaque écrivain. Oui, c'est ça sans doute. Mais effectivement les cafés, surtout à Paris, parce que à Paris on vit dans des petits espaces, donc le café est aussi une ouverture sur les autres et sur le monde et j'ai l'impression qu'à Paris, on préfère vivre dans un truc un peu pourri, un peu rikiki, surtout quand on est artiste et quand on n'a pas de moyens. Et on privilégie le quartier. Et dans le quartier qu'on aime et dans lequel on a envie de vivre, il y a toujours un café qui va être un lieu à la fois de vie et à la fois un lieu de refuge où on peut s'isoler selon les heures de la journée. C'est ça qui est beau, cette mythologie des cafés. Et moi, c'est vrai que dans mes romans qui se passent à Paris, en tout cas, j'ai beaucoup situé mes personnages dans des cafés. C'est donc un peu une sorte de
de terre d'élection, finalement, un quartier également qui va nous représenter. Et donc, moi, connaissant votre œuvre, je me dis, c'est vrai que Jérôme Attal, c'est un peu Saint-Germain-des-Prés, mais c'est également là où vous nous emmenez. Oui, mais alors moi en fait je me bats contre cette idée parce que j'ai l'impression que tout mon travail n'est pas que parisien et longtemps on a voulu me réduire à quelque chose d'assez parisien alors que pas du tout. Mais c'était juste le quartier où j'ai été étudiant et le quartier où j'ai fait mes armes sentimentales et littéraires. Mais ça a été une vie de circonstances comme ça. J'aurais très bien pu naître à Londres ou ailleurs. Mais en fait, j'essaye de fuir ce parisianisme. Il n'en demeure pas moins que le quartier que j'adore, c'est ce triangle des Bermudes entre le boulevard Saint-Michel, le boulevard Raspail et le boulevard Saint-Germain. Je fuis ce parisianisme. Oui. Y a quand même une question moi, qui me taraude, c'est comment on va choisir son café. Qu'est-ce qui nous touche dans un café? Qu'est-ce qui fait que dans tel ou tel endroit, tel bar, ou tel restaurant, on va se dire, tiens, là je suis mieux qu'ailleurs pour être inspiré. Alors, c'est souvent un choix amoureux parce que dans des grandes villes, on a le choix du café. Et on peut musarder de café en café. J'ai l'impression que c'est souvent aussi des cycles de vie. Moi, je suis allé beaucoup au Rouquet, je suis revenu au Rouquet. Parfois, je suis allé au café du Vieux-Colombier. Parfois, je suis allé au café de la mairie. Ça dépend du cercle d'amis que j'avais à tel moment, à telle période de vie. Le pire, c'est les cafés de rupture quand vous êtes avec quand une fille. Qu'il rappelle quelque chose. Ah oui, c'est ça. Vous avez envie de brûler le café ou de plus du tout y mettre les pieds pendant un certain moment. Peut-être justement réinventer une nouvelle histoire dans ce café. J'aime votre optimisme, mais peut-être oui. Mais en tout cas, oui, je pense que ça correspond à des cycles de vie. Voilà, et puis vous voyez là on est le matin, on est boulevard Saint-Germain qui est une grande artère dans Paris, et on est au calme, il y a une certaine quiétude. Ouais, c'est très beau, je trouve, la vie d'un café selon l'heure de la journée, Ici, je venais souvent avec mon premier éditeur qui s'appelle Stéphane Million, qui est le premier il lisait mon journal en fait sur Internet, mon journal intime que j'écrivais, et il m'a proposé de faire un roman. Et on venait manger des saucisses frites ici le midi au Rouquet, donc j'ai ce souvenir-là incroyable avec Stéphane, c'était un peu, et moi j'adore cette perspective sur le boulevard. On voit passer des filles à vélo et tout, c'est merveilleux. Ce journal intime, en fait, n'existe plus. En tout cas, il est toujours consultable en ligne. Il n'est plus tenu. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce besoin de rupture à un moment? Alors, j'écris toujours sur Instagram, j'écris un peu ce que j'appelle mes Writer's Life, qui sont un peu une sorte de journal intime, mais parce que moi je viens de là, et puis j'aime beaucoup le journal intime aussi en tant que genre littéraire. J'aime beaucoup Jean-René Huguenin, voilà, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai la chance ou le luxe d'avoir un public de lectrices et de lecteurs, et donc de publier des livres assez fréquemment. Et tout ce que je vis, je le place plutôt dans mes livres, je les sème dans mes romans, et c'est mieux. Il y a une pudeur aussi à mettre ce qu'on vit dans ces romans, je trouve, et voilà, ça qui me correspond bien par rapport à qui je suis aujourd'hui. En préparant cette émission avec mon équipe, une personne qui ne connaissait pas trop vos romans m'a dit mais oui, mais tout ce qu'il fait c'est de l'autofiction. Non, j'ai dit mais non, pas du tout. Non. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que on aurait pu penser que finalement, à temps écrire dans un journal intime pendant des années, parce que ce journal a été vraiment tenu pendant presque 10 ans, non? Ouais, ou plus, un peu plus. Ouais. Eh bien, on aurait pu penser que, comme plein d'auteurs aujourd'hui, Jérôme Attal se serait lancé dans l'autofiction. Et pas du tout. Ce sont des vrais personnages, c'est une création riche en plus. Oui, mais il y a beaucoup de moi dedans, et les histoires correspondent. Pour que ce soit sincère, il faut qu'il y ait une viscéralité quand même. Donc vraiment, chaque histoire correspond à un moment de ma vie et à ce que j'ai envie de mettre dans le livre au moment où je l'écris. Et l'autofiction, moi je trouve toujours la frontière très poreuse avec le roman, parce que
toutes les personnes que j'aime, que ce soit Fitzgerald ou Marguerite Duras ou Dostoïevski ou Modiano. Enfin, ça reste très proche de ce qu'ils sont. C'est à la limite de l'autofiction. C'est pas vraiment de l'autofiction et en même temps, c'est très proche d'eux. Donc c'est aussi le genre de littérature que je lis. Et que j'aime. Donc, et puis j'écris beaucoup de chansons à côté, dans lesquelles je mets aussi beaucoup de moi. Donc l'idée, c'est quand même de mettre le maximum de ce que je suis dans une histoire, dans un roman, même si je parle de Chateaubriand à 20 ans à Londres, ou si je parle de Giacometti de Sartre, ou dans mon dernier, d'Anaïs Nin et d'Antonin Artaud. C'est, voilà, quand j'écris quand je tombe sur cette histoire où je vois qu'Anaïs Nin et Antonin Artaud ont une espèce de crush incroyable et qu'elle couche avec tout le monde sauf avec lui et lui ça le rend marteau, je me retrouve dans mon adolescence. Bah oui, et ça me parle parce que je me dis mais moi aussi quand j'étais adolescent j'étais dingue d'une fille et puis elle sortait avec tout le monde sauf avec moi et alors qu'elle aimait bien quand même être avec moi, je lui écrivais des lettres d'amour et tout et donc je me reconnais dans des histoires que je trouve et j'ai assez de place, c'est comme un territoire dans lequel je mets beaucoup de moi pour que ce soit viscéral et qui est aussi une nécessité dans le procédé d'écriture. Est-ce comme beaucoup d'écrivains, il y a quelque chose de non résolu dans l'adolescence qui peut se lire encore dans toute votre œuvre ? Non résolu, je ne sais pas. En tout cas, il y a une sensibilité qui vient peut-être de mon tempérament, peut-être aussi de mon adolescence, mais après, c'est vrai que l'adolescence est toujours intéressante parce que c'est un âge de tous les possibles, donc et de toutes les expériences, donc et de tous les absolus. Donc c'est très intéressant pour un romancier de travailler aussi sur son adolescence. Mais non, moi j'ai rien d'irrésolu et j'ai oui, je travaille sur une sensibilité plutôt que sur des failles. J'ai l'impression. Jérôme Attal, on va faire un vrai ou faux. Ok. C'est très important. Un café au comptoir. Vrai ou faux, vous avez adoré le confinement car c'était un bon stimulant pour écrire. Non, faux. J'ai vraiment, c'est la première fois de ma vie où j'ai fait une mini dépression. Non, parce que je venais de sortir un livre jeunesse qui s'appelait Alcy et la forêt des fantômes chagrins, avec Fred Bernard qui avait fait plein de dessins dans le livre et un illustrateur génial. Et c'est sorti, on avait le coup de cœur RTL Lire, on était tout en haut du top dès le jour de sa sortie et 3 jours après les librairies fermaient. Donc, bonne claque dans la figure. Donc non, ça m'a bien déprimé. Non, c'est la première fois où j'étais vraiment abattu parce que j'avais l'impression que tous les efforts tout d'un coup s'écroulaient, mais je pense que ça a été plutôt catastrophique pour plein de monde. D'ailleurs, il y a beaucoup à la fois de librairies et d'éditeurs, de petits éditeurs qui ne s'en sont pas remis et qui s'en remettent toujours difficilement de ce confinement. J'espère qu'il y a une autre vie pour ce livre. Non, mais il y a d'autres livres, il y a d'autres projets. Vrai ou faux, vous avez écrit pour Johnny Hallyday. Ah oui, c'est vrai, 3 fois. Une fois avec Emmanuel Cossomerade, on a fait une chanson qui s'appelait Un tableau de Hopper, et 2 fois, une dans le dernier, sur une musique de Maxime Nucci, et ça s'appelle, c'est sur le photographe Eggleston, William Eggleston, qui fait des grands espaces américains, tout ça. Et donc quand j'ai écrit ça, j'étais persuadé que si Johnny regardait les photos, il allait retrouver l'ambiance de ses road trips aux États-Unis, et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai écrit une autre chanson qui s'appelle S'il n'est pas trop tard, dont Daran avait fait la musique. Voilà. Avec le vibrato de Johnny Hallyday. Ouais, en fait, non, mais ce qui est génial, c'est qu'on écrit un petit truc sur son ordinateur, et puis après, c'est du théâtre grec, c'est Échille, quoi. Il balance les mots, donc il faut juste être précis et donner le maximum d'intensité dans chaque mot, parce qu'on sait qu'il y avait une puissance de feu incroyable. Quand on travaille avec un interprète, il peut demander à changer des mots, ça existe ? Oui, ça existe. Alors, parfois, il peut demander à changer des mots, puis après, on écoute la chanson et finalement, c'est le texte original. Donc, ce sont les vicissitudes de ce travail d'auteur. Vrai ou faux, vous êtes un heureux pessimiste. Oh, il y a une très belle phrase de Francis Bacon, le peintre, il dit « I'm optimistic about nothing ». Et j'adore cette phrase. Non, je ne suis pas vraiment... En fait, je suis un créatif, donc j'ai pas le temps de... Je suis pas très pessimiste. Je suis plutôt... oui, je peux être triste ou
désillusionné, ou enfin je sais pas, oui, je peux avoir de la déception envers des gens ou des choses, mais j'essaye de régler ça par le travail et par la création. Vrai ou faux, vous avez dit, ce qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est la relation amoureuse. J'ai dit comme ça. Ce qui m'intéresse le plus dans la Je vie. ne sais c'est pas la si le relation ton y amoureuse. était, parce que non, je je l'ai crois lu. pas que j'ai dit comme ça. En tout cas, oui, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus vibrant. Là, mon dernier roman, c'est Antonin Artaud et Anaïs Nin qui ont un crush. Ça dure 3 mois. Ils ne verront plus de leur vie après. Et il y a une espèce d'électricité qui est très proche de la création, de l'idée. Voilà, on rencontre quelqu'un, une personne qui nous plaît, et tout d'un coup, on se sent... il y a quelque chose d'héroïque qui se révèle en nous. Et j'adore cette électricité de la rencontre, que je trouve très proche de l'énergie qu'il faut pour se mettre à écrire 200 ou 300 pages. Et j'aime bien l'idée d'ailleurs que les livres sont aussi des lettres d'amour ou des... Voilà, enfin oui, j'aime bien le rapport amoureux à la fois avec la création et à la fois dans la vie. Et là, dans mon dernier roman, c'est aussi... je m'interroge sur tous les chemins qu'on pourrait avoir, tous les possibles, toutes ces routes, toutes ces tentatives ou tentations amoureuses qu'on ne prend pas. Mon roman s'ouvre par une phrase de Clifford Geertz qui dit un truc très beau. Il dit que chacun de nous, on vit, quand on naît avec le matériel nécessaire pour vivre 1000 vies, et au final, on n'en vit qu'une seule. Voilà, et c'est un peu ça. Et c'est pour ça que je m'intéresse aussi beaucoup à l'adolescence et aux jeunes gens de 20-26 ans dans mes romans, parce que c'est l'âge où la société leur demande de prendre un chemin, un seul. Et ils ont encore envie de pouvoir hésiter, de pouvoir aller vers différents trucs. Voilà. Carrément, on reviendra sur le livre juste ensuite. Un dernier vrai ou faux. Vrai ou faux, si vous offrez un livre de nouvelles de J.D. Salinger à une fille, c'est que vous avez envie de l'embrasser. Non, c'est faux, parce que je peux lui offrir sans avoir... Non, moi je suis pas du tout le serial rouleur de pelle. Hein. Je vous arrête tout de suite. Non. C'est juste, j'ai lu ça. Ouais, non, c'est faux. Mais par contre, oui, j'ai beaucoup offert Franny Nzoué, ou les nouvelles, les 9 Stories. J'adore, il y a une nouvelle que j'adore qui est L'Homme Hilar, The Laughing Man, qui est incroyable, dont je suis fan. Et j'adore l'écriture de Salinger dans ses nouvelles. Plus peut-être que dans l'Attrape-Cœur même, mais oui, c'est une écriture qui infuse en vous, qui touche, qui est à la fois légère, et ouais, j'adore ça. Le dernier roman, on va rappeler son titre. 9 rencontres et un amour. Voilà, on a compris un peu la genèse. Ah oui, alors en fait l'idée, c'est que quand vous rencontrez une personne qui vous plaît, vous n'avez que 9 possibilités pour qu'il se passe quelque chose, enfin que 9 autres rencontres, enfin 8 autres, pour qu'il se passe quelque chose avant que ça tombe dans une amitié amoureuse ou dans quelque chose où il y en ait un des deux qui démissionne ou qui passe à autre chose. Voilà, il n'y a que 9 possibilités pour qu'un amour exceptionnel arrive. Donc, je prends le personnage d'Anaïs, le personnage d'Antonin. Et si on n'a pas les rêves, c'est pas très grave, parce que j'ai essayé de l'écrire de manière moderne. Et donc, il y a 9 comme ça rendez-vous dans Paris, dont dans des cafés, dans ce quartier. Et ils essayent, voilà, chacune de ces personnes essaye de faire en sorte d'entraîner l'autre dans un récit, dans une grande aventure amoureuse. Quand on lit, dès les premiers chapitres, il y a une sorte de tourbillon, de flow. On a l'impression que il n'y a même pas la narration et les dialogues, tout est un peu mélangé là-dedans. C'est très rapide, on est vraiment pris là-dedans. Tant mieux. C'est une volonté d'écriture, c'est un style particulier que non, mais vous avez voulu donner. Ça me plaît. Hein. C'est cette idée qu'il y a aussi cette urgence, que ce sont des êtres précipités en plus. Ils ont tous les deux 30 ans et ils ont un crush. Et quand on a un crush, on a envie, on est obsédé par la personne qu'on vient de rencontrer. On a envie d'une rencontre qui est la plus rapide possible ensuite pour confirmer ou pour
ou pour infirmer ce crush, mais voilà, c'est des êtres précipités par l'amour, par ce qu'ils sont, par l'écriture aussi, parce que Anaïs Nin écrit son journal intime, hein, donc c'est cette vie aussi à la fois dans la précipitation de l'amour et à la fois dans le recueillement de l'écriture. C'est cette dualité que je travaille dans ce livre et qui me plaît. Donc c'est une époque où ils sont encore jeunes, on parle également de l'adolescence et de votre carrière qui s'étend donc maintenant sur plus de 20 ans. J'ai l'impression qu'il y a également une envie de transmettre. Et je le vois parce qu'en fait vous participez à plein d'ateliers d'écriture, sur la chanson, sur... plein de c'est né choses. comment ? On m'a demandé, en fait, au départ, je n'avais pas un goût particulier comme ça pour animer des ateliers d'écriture, même si je suis un entertainer né aussi. Et puis, en fait, j'ai appris à aimer ça parce que j'adore être au milieu de la création. J'ai écrit beaucoup de chansons, mais j'ai été aussi beaucoup de fois, sans vraiment les écrire, dans des pièces où des chansons sont nées. Et j'aime bien aussi, dans mes ateliers d'écriture, en fait, je ne fais que créer des conditions pour que chacune et chacun puisse donner le meilleur de soi pour servir soit un roman jeunesse, soit un roman, soit un texte de chanson. C'est ça l'idée. Et ce que je dis à chaque fois aux personnes qui viennent travailler avec moi, c'est qu'à un moment donné, peu importe l'ego et peu importe le goût, il faut servir la chanson. À un moment donné, c'est comme un bonsaï, et la chanson, elle a envie de tel mot, elle a envie de tel truc, et il faut juste accompagner le mouvement. Et moi, j'adore ça aussi, en plus de ma création personnelle, accompagner le mouvement de personnes qui viennent dans mes ateliers pour travailler. Donc vous leur donnez des trucs et sans doute évidemment tiré de votre expérience. Ouais. C'est quoi votre routine d'écriture ? Alors moi, j'aime bien connaître la routine d'écriture des autres. J'avais lu que Marguerite Duras, elle n'écrivait jamais sans faire son lit avant. Et donc moi, je fais toujours mon lit avant d'écrire, en pensant à Marguerite. Et non, moi j'écris bien le matin. D'accord. Donc là ce matin j'écris pas, merci. Je vous félicite pas. Pardon. Ouais. Non, j'écris bien le matin et j'écris bien le soir aussi. Et l'après-midi j'aime bien me promener pour que les choses infusent et marcher. Mais j'écris bien le soir. Alors aujourd'hui je sors moins, mais quand je sortais beaucoup, ça m'ennuyait parce que j'aurais aimé que les soirées soient plutôt vers 4 heures, qu'il y ait plutôt des goûters. Que je puisse avoir la liberté d'écrire le soir et de ne pas devoir aller à telle soirée ou à tel anniversaire ou à tel verre ou à telle fête. Voilà, j'aurais adoré n'allait qu'à dégoûter, mais j'étais trop grand pour. Vous voyez le problème un peu. Ouais. Finalement. Ouais, voilà. Et c'est la même chose d'être écrivain il y a 20 ans, il y a 10 ans et aujourd'hui ? Par rapport à mon travail ou par rapport au microcosme, à la société ? Eh bien, par rapport à la société, ce que je veux dire, c'est que on est de plus en plus perturbé par des écrans, on est de plus en plus perturbé par un certain stress également, la société qui évolue, qui est peut-être un peu plus effrayante. Est-ce que ça a changé quelque chose ou peut-être pas du tout finalement ? Oui, voilà, ce qui a changé, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut faire plus de chiffres. Voilà, on est plus on vous donne du crédit si vous avez des milliers de followers plutôt que sur la qualité ou la valeur de ce que vous faites. Donc, et en même temps, moi qui n'ai pas des milliards de monde, on me permet de faire des choses. Donc ce que je dis est pas vrai non plus, mais parce que j'occupe le terrain quand même. Oui, je crois qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est compliqué, parce qu'un artiste, ça doit aussi garder son mystère et ça doit travailler sur son mystère. Et aujourd'hui, on vous demande d'intervenir en permanence sur les réseaux, il faut produire du contenu. Et je trouve qu'il y a une hystérie chez les jeunes autrices ou auteurs, ou les chanteuses et les chanteurs, en essayant de garder leur mystère et en même temps de devoir toujours ne pas perdre de followers, partager, et donc poster, partager, poster. Oui, je ne sais pas si aujourd'hui, de nos jours, quelqu'un comme Mylène Farmer pourrait émerger, parce qu'elle ne pourrait pas travailler sur son mystère. Elle serait obligée tout le temps de poster du contenu ou de raconter sa life en train de se brosser les dents, tout ça. Donc je trouve qu'il y a vraiment une hystérie aujourd'hui, quand on est un jeune artiste, entre créer une œuvre intéressante et ne pas tout dire dans le paraître. Voilà, ne pas
ne pas basculer dans le paraître et continuer à faire une œuvre valable. Je trouve qu'il y a, c'est le vrai problème aujourd'hui. C'est un café absolument extraordinaire parce que Il y a des grandes vitres, hein, c'est ça qui est beau. Il y a des grandes on vitres est sur plongé les miroirs. dans les années 50. Ouais, c'est un peu vintage, j'adore. Il y a des publicités qui sont tournées ici, Ouais. des films qui sont tournés Ouais. ici. Je suis arrivé tout à l'heure, on m'a dit, je leur ai dit, tiens, bah, je vais interviewer un écrivain. Ils font, bon, alors c'est qui Est-ce que c'est Sartre Non, bah il est mort. Oui, mais je sais bien. Et parce qu'ils sont beaucoup d'écrivains Ouais. des années 60, Ouais. 70 sont passés par ici, se sont assis là où on est assis, sur ces banquettes en moleskine, ont touché ce bar qui est vitré. Tout est magnifique en fait. En fait, c'est magnifique et c'est à la fois pas tape à l'œil. C'est ça qui est très sympa. C'est que c'est pas clinquant. On pourrait croire que c'est même kitsch. Ouais, non, en fait, les vitres sont tellement grandes et la perspective est tellement belle sur le boulevard que le jour entre dans ce café et empêche le kitsch. Et surtout, c'est pas comme ce qui est devenu le Flore où il y a des queues incroyables pour entrer dans le café et où tous les gens veulent prendre des photos parce qu'ils ont vu le truc dans Emily in Paris, quoi. Pour l'instant, le Rouquet échappe un peu à cette femme superficielle qui rattrape certains cafés de Saint-Germain. Émilie, si tu m'entends, ne viens pas au Rouquet. Non, Émilie, si tu entends, prends une de mes chansons pour mettre dans ta série. Ça pourrait être vachement bien. Bah, tellement. Ça pourrait être vachement bien. Et si tout était à refaire, Ouais. et ce serait pas du tout une carrière d'artiste, ce serait quoi? Je sais pas. Je pense que je penserais plus à avoir un métier à côté pour avoir un peu de sous. Parce que moi, je suis pas du tout un type d'argent et donc ça m'a jamais intéressé. Mais peut-être que je me dis effectivement que par sécurité, vu les méandres, les difficultés d'être artiste aujourd'hui et le peu de reconnaissance aussi en tant que statut des autrices et des auteurs en France, dans tous les domaines, hein. Les chansons, les paroliers ou les parolières, on les connaît pas, quoi. Et voilà, moi, on connaît ceux des années 70. Ouais, non, j'essaierais quand même d'avoir une sécurité à côté si je devais recommencer. On va imaginer. Mm. On va imaginer que vous passez un entretien pour travailler Dans un café. Voilà. Ok. Il y a 3 questions. Ah oh. Qu'est-ce qu'un limonadier? Un limonadier? Ouais. Bah, c'est le type qui... Alors, c'est pas le type qui apporte de la limonade, mais c'est le type qui sert, c'est le bistrotier, quoi. Ça pourrait être ça, mais moi je parle de l'objet. Ah, l'objet, pardon. Un limonadier. Ah, j'en sais rien. Alors, je vois une sorte de grande carafe à limonade, mais c'est pas ça du tout. Raté. C'est le tire-bouchon décapsuleur. C'est Ah, celui bah, qui vous est m'apprenez plat, un il fait tire-bouchon, truc. il fait décapsuleur, Ah, c'est un limonadier. Très bien. Qu'est-ce qu'un galopin? Oh là là, ça je l'ai su, mais je sais plus. C'est un verre à bière de 12,5 centilitres. Oui, mais alors pardon, mais on n'est pas. Ah ouais, alors pardon. Alors je ne bois pas de bière. Alors déjà je bois que du thé. Je bois pas de bière. Faut pas répondre ça à un entretien d'embauche. Non, bah si, mais on n'est pas obligé de boire. Travailler dans un salon de thé, monsieur. Je suis sûr qu'il y a des boulangers qui sont allergiques à la frangipane et qui sont quand même boulangers. Et alors, la première fois où j'ai bu de la bière, c'est il y a 3 ans. Mais non. Oui, et c'est sur les quais parce qu'il n'y avait que ça. On m'a entraîné, mon éditrice de l'époque m'a entraîné sur les quais et pour boire un verre et il n'y avait que de la bière. Et j'ai trouvé que ça se réchauffait Bah oui. dans ma main tellement vite. Il fallait boire vite. Ah oui, j'ai découvert des trucs. En plus, je suis à moitié belge, donc je devrais être sensible à la bière, mais pas du tout. Pas du tout. Ben, plus sensible au chocolat peut-être. Ouais, exactement. Quelle différence entre une cuillère à café et une cuillère à moka? Une cuillère à moka? À moka, oui. Eh bien, la cuillère à moka, on s'en moka. Et la cuillère à café, pas. Voilà, on ne se moque pas. Une belle réponse. On ne se moque pas d'une cuillère à café, parce qu'elle est beaucoup utilisée pour le café. La cuillère à moka, ceux qui sont moka, celui qui s'en moka a été expulsé du café. C'est presque ça. C'est quoi alors? C'est la taille. Voilà, la cuillère à café, c'est celle que je tiens dans la main, qu'on voit très bien en audio, qui correspond à peu près à 5 millilitres. Alors, pardon, soit un 1/8 d'une cuillère à soupe.
et la cuillère à moka en fait 2. Elle est beaucoup plus Non mais petite. Alex, je vous adore, mais pardon, mais par rapport à vos 2 précédentes réponses, elle est un peu décevante cette réponse. Je crois que ça va être un truc C'est une extraordinaire. question de Et taille, c'est voilà, c'est une tout. question de taille. Ok. C'est une question de taille. Ok. Donc la cuillère à moka, normalement, quand on prend un expresso, comme vous le faites, Jérôme Attal, Oui. eh bien en fait, non, vous avez été servi avec une cuillère à café, c'est une grosse erreur. Il J'aurais lui dû avoir- fallu Il lui fallu avoir une cuillère à moka. Ok. Vous voulez qu'on aille leur dire pour C'est voir, un scandale. pour voir leur réaction. D'accord. Non, mais Donc, continuez à alors, être écrivain. Oui, alors la C'est bien, réponse est que je ne chanteur pourrais pas aussi. du tout tenir un café, c'est ça? Non, c'est pas grave. Ok. Hein. Mais même un café un peu à la Central Perk, un peu dans Friends et tout, avec non? On a d'autres questions sur les cappuccinos et les lattés, mais bon, pareil. Ok. Bon bah en tout cas j'ai perdu. Merci beaucoup d'avoir été C'était- l'invité de Un Café au C'était un comptoir. plaisir. J'espère avoir été une sorte de loser mais magnifique, un peu à la Gatsby quand même. Un invité formidable. Ok. L'actualité, c'est ce livre 9 rencontres et un amour aux éditions Fayard. et c'est cet album. Les attaches fines avec 12 chansons et ça sort le 14 février pour la Saint-Valentin. Voilà. Et on peut les écouter sur toutes les Il y a déjà plateformes. 4 singles qui sont sortis. Oui, et on peut aussi il va y avoir un vinyle qui a été dont la pochette est un dessin original de Fred Bernard qui est vraiment très belle et on peut donc commander ce vinyle et le recevoir. Une Voilà. scène prévue avant l'été. Ben, j'aimerais bien, mais c'est ce qu'on disait, c'est une question de plus il y aura d'écoute, plus il y aura d'intérêt, plus il y aura d'attraction autour de ce disque, plus on parlera concert. Mais pour le moment, c'est en attente. On va faire le relais de toute cette actualité. Merci beaucoup, Jérôme Eh bien, Attal. merci à vous, c'était un plaisir. Vous avez écouté Un Café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, eh bien, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très 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 bientôt pour un nouveau café